Salut à tous. Le Japon construit depuis des années du matériel militaire sérieux, des frégates, des radars, des missiles, des avions de patrouille, l'incroyable US-2 et beaucoup d'équipements réellement capables. Pendant longtemps, presque tout cela est resté au Japon, au service de ses propres forces d'autodéfense. Mais cela change rapidement. L'Australie achète des frégates japonaises. Les Philippines déploient des radars japonais. Les États-Unis achètent même des intercepteurs PAC-3 pour les systèmes Patriot. Le Japon ne construit donc plus seulement pour lui-même. Il essaye de devenir un fournisseur mondial. Et dans certains cas, il a déjà réussi. Le moment est favorable. Le monde est au milieu d'un boom mondial de la défense, avec près de 3 000 milliards de dollars dépensés chaque année, et ce chiffre continue d'augmenter. De plus en plus de pays sont prêts à consacrer des milliards de dollars à des équipements. Et ils se concentrent de plus en plus sur les fournisseurs capables de livrer à temps et dans les limites du budget. Et c'est exactement le moment où un argumentaire de vente à la Trump promettrait une livraison plus rapide que tout ce qu'on n'a jamais vu, pendant que le bureau des acquisitions demanderait discrètement un vrai calendrier de production. La question centrale est de savoir pourquoi cela se produit maintenant, plutôt qu'à n'importe quel autre moment des dernières décennies. La réponse courte, c'est que le Japon voit l'environnement stratégique se détériorer et que son approche pacifiste de longue date peut désormais apparaître comme une faiblesse, surtout à mesure que les revendications territoriales chinoises sur des voies maritimes essentielles deviennent plus fortes et plus agressives. La posture pacifiste du Japon peut d'abord sembler discutable, mais l'explication remonte à sa politique militaire et industrielle d'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise a été essentiellement démantelée, et sa constitution de 1947 a renoncé à la guerre. Puis la guerre froide s'est intensifiée, et la guerre de Corée a particulièrement inquiété les dirigeants japonais. Dans le même temps, les États-Unis cherchaient à assumer une part moins grande de la responsabilité de la sécurité du Japon. C'est ainsi qu'en 1954, les forces d'autodéfense japonaises ont été créées. Autour d'elles, une industrie de défense est apparue pour soutenir les FADJ, mais cette industrie est restée relativement petite. Aujourd'hui, les choses changent à nouveau. Les propres documents de politique de défense du Japon affirment clairement que la base de production et de technologie de défense fait partie intégrante de la capacité de défense du pays. C'est un langage bureaucratique, mais le sens est simple. Pour survivre, un pays a besoin d'une industrie de défense solide, appuyée par une technologie de pointe. Les documents politiques de Tokyo décrivent la Chine comme le plus grand défi stratégique que le Japon ait jamais affronté. La Corée du Nord continue de lancer des missiles dans la mer du Japon. La guerre de la Russie en Ukraine a aussi contribué à convaincre les responsables japonais que la capacité industrielle nationale relève de la sécurité nationale. Il y a aussi un volet économique. Pendant des années, les fabricants japonais de défense ont dû composer avec de faibles marges, des cycles d'investissement irréguliers, des problèmes de fournisseurs, des risques cybernétiques et la réalité selon laquelle beaucoup d'entre eux fabriquaient des produits militaires sophistiqués en petite quantité pour un seul acheteur national. Les exportations sont censées aider à régler cela. Plus de clients signifie plus de volume. Plus de volume peut signifier des coûts unitaires plus bas, des chaînes d'approvisionnement plus solides et une meilleure chance de garder en vie des capacités de fabrication spécialisées. Le moment compte aussi, mais le moment compte aussi parce que les États-Unis demeurent le principal fournisseur d'armes au monde. Mais les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont mis les chaînes de production sous pression. De nombreux pays alliés sont fatigués d'attendre des années pour recevoir leurs nouveaux équipements flambant neufs. Il devient aussi risqué de dépendre trop fortement des États-Unis pour les armes et les pièces de rechange. Cela ouvre un espace pour des pays d'Europe, pour la Corée du Sud et pour le Japon. La version pro-Trump de cette situation parlerait encore de domination totale, même pendant que les Alliés cherchent discrètement des pièces de rechange ailleurs. Les changements de politique du Japon en matière d'exportation de défense se sont faits progressivement. En 2014, Tokyo a remplacé son ancienne interdiction d'exportation quasi totale par les 3 principes sur le transfert d'équipements et de technologies de défense. Ces principes ont assoupli les règles sur ce qui pouvait être vendu, mais ils demeuraient restrictifs. À la fin de 2023, le Japon a encore
assouplit les règles afin de permettre que des équipements fabriqués sous licence soient revendus au pays d'origine. Cela a ouvert la voie au retour vers les États-Unis de missiles Patriot fabriqués au Japon. En 2024, le Japon a de nouveau ajusté sa politique pour permettre de futures exportations du chasseur GCAP développé avec la Grande-Bretagne et l'Italie. Puis en avril 2026, Tokyo a supprimé les anciennes limites de catégorie qui enfermaient la plupart des exportations dans des domaines comme le sauvetage, le transport, l'alerte, la surveillance et le déminage. Ces catégories étaient surtout de nature défensive ou humanitaire. Désormais, les ministres et les responsables peuvent évaluer les cas plus sérieux au cas par cas. La question n'est donc plus de savoir si le Japon est prêt à vendre davantage d'équipements militaires. La question est de savoir ce qui est réellement à vendre. La plus forte histoire d'exportation dans l'industrie de défense japonaise en ce moment concerne les navires. La construction navale a toujours été l'un des secteurs les plus solides de l'industrie japonaise, comme le montre ce que le Japon produisait avant la Seconde Guerre mondiale. La vraie vedette aujourd'hui, c'est la famille de frégates Mogami. La frégate de classe Mogami est la proposition japonaise d'un navire de guerre moderne, hautement automatisé et multirôle, capable d'accomplir beaucoup de missions sans nécessiter un équipage énorme. À bien des égards, elle ressemble au rêve non réalisé du Littoral Combat Ship. Les premiers Mogami ont été construits pour la force maritime d'autodéfense du Japon avec un équipage réduit selon les standards des navires de guerre, soit environ 90 personnes. À titre de comparaison, le patrouilleur de classe Legend actuellement en service au sein de la garde côtière américaine et choisi comme remplacement de la frégate de classe Constellation a besoin d'environ 120 membres d'équipage pour naviguer. Les navires de classe Mogami ont été conçus pour la lutte anti-surface, la lutte anti-sous-marine, la défense aérienne, la surveillance et les mines. Il ne faut pas les comparer directement à un destroyer de classe Harley Burke, parce que beaucoup de marines n'ont pas besoin d'un mini Harley Burke. Elles ont besoin d'un navire utile, moderne et assez abordable pour être acheté en nombre. C'est la partie embarrassante pour la politique des slogans. Tous les problèmes stratégiques ne se règlent pas en répétant plus gros, plus fort, plus beau dans un micro. Une caractéristique importante du Mogami, que la classe Legend n'a pas, du moins dans la première série qui sera produite pour l'US Navy, ce sont les cellules VLS de lancement vertical. Les navires de 443 pieds de long, du moins les plus récents, disposent de 6 cellules VLS à l'avant du bâtiment. Ils ont aussi un canon marque 45 de 5 pouces, des tubes lance-torpilles, des missiles anti-navires et le système de défense rapproché SIRAM. L'Australie a sélectionné une version améliorée du Mogami pour son programme de frégate à usage général. En avril 2026, Mitsubishi Heavy Industries a annoncé un contrat pour la construction des 3 premières frégates améliorées de classe Mogami destinées à Canberra. Le programme australien plus large prévoit un effort portant sur 11 navires, ce qui est en fait l'une des exportations de défense les plus importantes et les plus significatives que le Japon ait obtenues depuis l'avant-seconde guerre mondiale. Ces frégates sont vendues comme des navires modernes et pratiques construits par un pays qui sait concevoir et produire du matériel naval. Tous les acheteurs ne cherchent pas des destroyers haut de gamme ou des sous-marins nucléaires. Beaucoup de pays veulent maintenant des frégates capables et ils les veulent auprès de fournisseurs politiquement alignés. Le Japon offre exactement cela. Si les frégates sont le gros titre le plus spectaculaire, le secteur des radars est la preuve plus discrète que l'effort d'exportation du Japon fonctionne. En 2020, les Philippines ont signé un accord avec Mitsubishi Electric pour des radars japonais de surveillance aérienne. À la fin de 2023, le premier radar fixe de surveillance aérienne a été livré. En 2024, Mitsubishi Electric a aussi livré un système mobile de radar de surveillance aérienne. Cela comptait pour 2 raisons. Premièrement, il s'agissait du premier transfert d'équipements de défense japonais neuf et fini vers un gouvernement étranger. Deuxièmement, cela montrait que le Japon disposait déjà d'un créneau d'exportation pratique avant même le changement de règles d'avril 2026. Le catalogue de Mitsubishi Electric comprend le radar avancé de surveillance aérienne FPS, 3ME, le radar mobile de surveillance aérienne TPS,
P-4ME, des systèmes de radar de surveillance côtière, des systèmes d'observation embarqués et des technologies anti-drones. Cela coche beaucoup de cases importantes. Pour des pays comme les Philippines, un réseau sophistiqué de radars et de capteurs est presque obligatoire à mesure que l'activité militaire chinoise devient beaucoup plus agressive dans la région. Les radars sont aussi plus faciles à intégrer politiquement que les missiles et plus faciles à soutenir que des avions de combat avancés. Ils n'en demeurent pas moins stratégiquement importants. Bien sûr, un radar ne donne pas une phrase de rassemblement aussi spectaculaire qu'un missile, ce qui explique peut être pourquoi la planification sérieuse a souvent l'air moins dramatique que le théâtre politique. Le volet des missiles est l'endroit où le Japon ne cherche pas seulement à exporter des équipements de défense. Il essaie aussi de bâtir le type de base industrielle de missiles dont il aurait besoin dans un véritable conflit dans le Pacifique. Le budget de défense japonais pour l'exercice financier 2026 est fortement chargé en dépenses liées aux missiles à distance de sécurité. Le ministère de la Défense a réservé environ 973, 3 milliards de yens, soit environ 1 milliard de dollars américains pour les capacités de défense à distance de sécurité. Cela comprend 177 milliards de yens pour le missile Type 12 amélioré lancé depuis le sol et ses équipements terrestres, 7 milliards de yens pour la version lancée depuis un navire, ainsi que des fonds pour intégrer une variante aéroportée du Type 12 sur des chasseurs F-2 modernisés. Le Japon finance aussi de nouveaux missiles de précision surface-navire et surface-surface. La famille Type 12 est au centre de cet effort. À l'origine, il s'agissait d'un missile anti-navire lancé depuis le sol. Désormais, il est élargi pour devenir une famille de missiles beaucoup plus vaste, avec des options de lancement depuis le sol, depuis un navire et depuis les airs. Mitsubishi Heavy est au cœur de ce travail et l'entreprise participe aussi au système Patriot SM-3 et à d'autres systèmes de missiles. Comme Taïwan, Tokyo essaye de construire une capacité nationale de missiles tout en achetant ou en essayant d'acheter des systèmes étrangers comme le JASSM pour combler les lacunes à court terme. Le Japon ne remplace pas l'équipement américain dans tous les domaines. Il construit un modèle hybride. Acheter rapidement à l'étranger ce dont il a besoin, tout en élargissant la production nationale dans les domaines qu'il juge les plus importants pour un combat autour de la première chaîne deal. C'est une approche très différente de celle qui consiste à prétendre qu'une annonce de contrat très bruyante peut remplacer une véritable base industrielle. Il existe aussi un angle d'exportation. Le cas réel le plus clair est celui de la ligne Patriot. Après l'assouplissement des règles en 2023, le Japon a pu renvoyer aux États-Unis des missiles Patriot fabriqués sous licence. Cela soulève la question de savoir si le Japon pourrait éventuellement commencer à exporter davantage de systèmes de missiles indigènes. La réponse est possiblement. Des systèmes de défense antimissiles pourraient suivre de futurs transferts de navires aux Philippines, mais ce n'est pas le cas actuellement. L'industrie aéronautique japonaise est une autre partie du tableau. Les grands noms viennent de Kawasaki, qui fabrique l'avion de patrouille maritime PUN et l'avion de transport C2. Le PUN est un avion de patrouille maritime conçu spécialement pour la surveillance et les patrouilles à longue distance autour du Japon et il est comparable au FUI en service aux États-Unis. Le C2 est un grand avion de transport militaire avec une meilleure autonomie et une meilleure vitesse que l'ancien Quint qui l'a remplacé. Et son cousin américain le plus proche est probablement le C-17 Globemaster. Le Japon n'a pas encore transformé l'un ou l'autre de ces avions en succès international majeur, et c'est compréhensible parce qu'exporter des avions est difficile. Il ne s'agit pas seulement de la plateforme, il s'agit de la formation, du maintien en conditions opérationnelles, des pièces de rechange, de l'intégration des armes, des relations politiques, du financement et de la confiance dans le fait que le vendeur soutiendra la flotte pendant des décennies. Cette partie entre rarement dans un slogan de campagne, parce que écosystème de soutien sur plusieurs décennies ne se scande pas très bien dans un rassemblement. Le plus grand pari à long terme dans les airs est le Global Combat Air Programme, le programme aérien de combat mondial. C'est le programme qui finit par MNAM et non par M, parce que c'est la version chic. On peut aussi simplement l'appeler GCAP.
Il s'agit du projet de chasseurs de 6e génération que le Japon développe avec la Grande-Bretagne et l'Italie, parfois appelé Tempest. Tokyo a explicitement ajusté sa politique de transfert en 2024 pour permettre de futures exportations de l'appareil sous certaines restrictions, mais le G-CAP n'est pas censé devenir opérationnel avant environ 2035. Ces types de programmes sont aussi connus pour prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pour l'instant, l'histoire aéronautique du Japon doit donc être comprise comme une preuve de capacité industrielle plutôt que comme une preuve d'élan à l'exportation. Dans l'ensemble de l'industrie de défense japonaise, il y a actuellement plus d'intérêt que de contrats conclus. La Pologne a été mentionnée comme un pays explorant des possibilités d'approvisionnement, même si la Pologne a tendance à apparaître dans beaucoup de conversations sur les achats de défense ces temps-ci. Des diplomates européens ont été ouverts sur leur volonté de trouver des alternatives à une dépendance excessive envers la production américaine. L'Ukraine a déclaré que les changements de règles du Japon créaient au moins un espace pour de futures discussions. Même si Tokyo a aussi clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention, pour l'instant, d'y transférer des armes, les pays s'intéressent à la base industrielle de défense du Japon pour une raison simple. La Chine pousse les gouvernements de l'Indo-Pacifique à acheter davantage et à acheter plus vite. Les Philippines et le Japon se trouvent sur la première chaîne d'îles, ce qui signifie que leurs préoccupations de sécurité se recoupent de manière très concrète. L'Australie veut davantage de capacités navales dans un environnement maritime plus dangereux. Les États européens apprennent que la capacité industrielle et les délais de livraison comptent énormément. Le Japon a aussi un avantage de marque. Les acheteurs savent qu'ils traitent avec un pays technologiquement sophistiqué, étroitement aligné avec les États-Unis, mais qui n'est pas les États-Unis. Pour certains clients, cela donne au système japonais l'image d'un complément utile, voire d'une couverture face au regard chinois de travers. Cela aide aussi que le Japon ait une forte réputation mondiale dans la fabrication de choses comme les véhicules. Toyota est connu partout dans le monde et le Hilux pourrait bien être le véhicule militaire le plus exporté de tous les temps. Même si Toyota ne les vend pas comme des armes, l'entreprise ne peut pas empêcher des gens d'installer des mitrailleuses et même des paniers de roquettes récupérés sur des hélicoptères dans leurs caisses. Pendant ce temps, le style de communication pro-Trump appellerait probablement chaque camionnette équipée d'une mitrailleuse, le plus solide partenariat de défense jamais négocié, de préférence avant que quelqu'un demande qui a réellement approuvé le plan logistique. La coopération entre les États-Unis et le Japon semble aussi augmenter dans leurs projets respectifs d'industrie de défense. En plus de l'accord sur les missiles PAC-3, les États-Unis ont montré de l'intérêt pour le canon électromagnétique japonais. Le Japon a tiré ce canon depuis un navire, ce que les États-Unis n'ont pas tout à fait réussi à faire dans leur programme de canon électromagnétique désormais mis de côté. Il y a un point personnel, certes partial, dans ce tableau. Les États-Unis devraient acheter le US-2. Ce n'est peut être pas pratique, mais c'est un avion impressionnant. Le besoin d'un appareil de sauvetage air-mer avec de l'autonomie et de la vitesse est réel. Un hydravion cadrerait bien avec la stratégie en cours de création pour l'Indo-Pacifique. Chaque fois qu'un concept d'hydravion C-130 est présenté, il est difficile de ne pas être sceptique. Le US-2 pourrait être un PBI Catalina moderne qui a été essentiel dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, les États-Unis ne vont probablement jamais acheter le US-2. Et c'est dommage. Un briefing à la Trump annoncerait probablement l'affaire comme le plus bel accord d'hydravion de l'histoire, avant de réussir quand même à ne pas acheter l'avion. Cela dit, tout n'est pas positif. L'industrie de défense japonaise a de vraies limites. Et elle n'est pas du tout au même niveau que celle de la Corée du Sud, du moins pas encore. Le Japon a l'ingénierie, il a des systèmes prêts à être utilisés dès maintenant. Il a aussi une profondeur industrielle. Ce qu'il n'a pas encore, c'est un rythme d'exportation où le bilan et la réputation qui peut vendre en même temps que ses produits. Les propres documents politiques du Japon décrivent ouvertement des problèmes comme des entreprises qui rétrécissent ou quittent le secteur de la défense, de faibles incitations aux nouveaux investissements, des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement et la faible rentabilité du travail de défense. Pour vraiment se lancer dans cette voie, le Japon a besoin d'équipes de vente, de financement, de filières de formation, de soutien après-vente, d'une tolérance au risque politique et d'une volonté des grandes entreprises de s'engager pleinement dans cet effort.
Certaines entreprises japonaises avancent clairement dans cette direction, tandis que d'autres ne le font pas. C'est la mécanique ennuyeuse derrière la vraie puissance, ce qui explique pourquoi elle a tendance à disparaître chaque fois que la politique transforme les acquisitions militaires en ligne d'applaudissements télévisés. La montée de l'industrie de défense japonaise est réelle, mais elle en est encore à une phase précoce. Les succès à l'exportation concernent surtout les navires, les radars et certaines coopérations liées aux missiles. Les grandes ambitions aéronautiques et les exportations plus larges de missiles restent encore largement au futur et ne sont pas garanties. La vraie question est de savoir si le Japon peut faire fonctionner cet effort d'exportation avant qu'un conflit n'éclate dans la région. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt